Et une devise donc, du Collège de France, c'est de présenter la science en train de se faire. Donc ça va être un des buts de ce colloque, de présenter la recherche en train de se faire sur le thème de formalisation des mathématiques et des types dépendants. C'est un sujet de recherche donc, qui est interdisciplinaire, qui fait intervenir des mathématiciens et des informaticiens. Et donc il y aura des présentations des informaticiens et des mathématiciens. Et nous commençons donc, par un exposé d'un mathématicien. Bonjour à tous et toutes. Merci Thierry de cette invitation. Merci au Collège de France d'avoir créé ce cours. Donc, je vais vous parler d'un travail en commun avec donc, Maria Inés de Fotos Fernandez, commencé naïvement en 2022 en pensant que ça serait fini en une semaine. Et on est toujours là parce qu'on a découvert que quand on cite la littérature sans aller la regarder, parfois ce qui se cache et qui est cité, c'est gros. On a un peu coulé sous l'eau. Donc il s'agit de puissance divisée. Et l'histoire des puissances divisées, c'est trois moments assez différents. Les années 50, c'est inventé par Henri Cartan dans le séminaire qu'il dirigeait sur la théorie de l'homotopie. Ce qui l'intéresse, c'est l'homologie des espaces d'Eilenberg-MacLane, qui est un autre point commun qu'on pourrait voir avec le cours, mais qui vont disparaître de l'exposé. Et Cartan a découvert ou inventé que donc cette homologie avait des structures supplémentaires. Ah oui, j'ai pas lu le truc. Donc Cartan observe que sur l'homologie des espaces d'Eilenberg-MacLane, il y a une structure supplémentaire qui ressemble à x puissance n divisé par factoriel n, d'où le nom puissance divisée. Et dans les années 60, Norbert Roby a formalisé ça, mais dans un contexte pur d'algèbre commutative. L'homologie des espaces d'Eilenberg-MacLane est partiellement non commutative. Donc il y a une relation de commutation graduée. Et la théorie, à partir de ce moment-là, a cessé d'être développée dans le cadre non commutatif. Et dans les années 70, les puissances divisées sont devenues un outil fondamental en géométrie algébrique pour le développement de ce que Grothendieck a appelé la cohomologie cristalline, et qui a été développé par Berthelot dans sa thèse. Et voilà, 50 ans après, on essaie de le formaliser. Donc, une structure de puissance divisée, c'est la chose suivante. Donc, un transparent un peu plein de maths. Donc, on a un anneau et un idéal. Et les puissances divisées sont les opérations qu'on va noter x crochet n, en haut à droite, là, qui sont définies sur l'idéal et qui ressemblent à x puissance n sur factoriel n. Et il y a une liste d'axiomes qui est là. Donc, le premier, c'est que la puissance 0, ça vaut 1, que la puissance 1 divisée, c'est elle-même. On demande que les puissances divisées supérieures appartiennent à l'idéal. Et puis, ça ressemble à x puissance n sur factoriel n, moralement. Donc, il y a la formule du binôme qui existe. Et quand on enlève les factoriels ou qu'on les incorpore dans la formule du binôme, on obtient une formule du binôme sans coefficient binomiaux qui est là, qui est bien plus simple. La relation de produit, elle est là, parce que si on fait attention aux factoriels qu'on met au dominateur, et ici, ça donne un coefficient binomial. Il y a une relation aussi pour la puissance divisée d'un produit, et une qui est plus compliquée, qui est la puissance divisée d'une puissance divisée, qui fait intervenir cet entier Mn, qui est le nombre de partitions d'un ensemble à Mn éléments en n parties de M éléments, qui est cette fraction, mais qui est en fait un entier. Et c'est important que ce soit un entier, parce que sinon la formule ne ferait pas sens. Pourquoi s'il y a des crochets pour n, p, q, etc. Parce qu'il faut bien mettre quelque chose. En ligne, on n'a pas mis des crochets, on a mis le slogan DIPO systématiquement. Donc, voici le bout de code Lean où j'ai enlevé les commentaires mais pour que ça tienne sur le transparent. Donc, c'est un peu barbare, mais il y a un certain nombre de remarques que je veux faire, et les remarques sont sur la page d'après, mais on fera un aller-retour. D'abord, on a mis la théorie sur n'importe quel semi-anneau commutatif, parce que jusqu'à présent, ça marche pareil.
et ça ne gêne pas, donc tant qu'à faire, essayons. Par contre, on n'a pas enlevé l'hypothèse de commutativité, parce que là, quand j'ai posé la question à Serre, en l'occurrence, et il m'a dit, mais on ne sait pas ce que ça doit être dans le cas non commutatif, donc on n'a pas pris le risque de donner une définition qui ne serait pas ce qu'on attend. Et puis vous avez tous les axiomes à peu près les uns après les autres. Donc une remarque aussi, c'est que c'est une fonction qui prend un entier et un élément de l'anneau et pas de l'idéal. Parce que dans le processus de formalisation, c'est vraiment casse-pied. Si on avait mis l'idéal, il aurait fallu dire à chaque formule que l'élément est dans l'idéal. Et ça aurait été désagréable. Donc on met tout l'anneau et on dit que si l'élément n'est pas dans l'idéal, ça vaut 0 par convention, et ça règle l'affaire. Pour la même raison, on peut plus le mettre en type class, on doit vraiment la préciser tout le temps. Ce qui est utile aussi en géométrie algébrique, parce que parfois on peut regarder plusieurs structures différentes sur le même objet. Donc, voilà. Dans les autres remarques importantes, il y a ce truc-là, uniforme Bell, qui est ce nombre de partitions qu'il a fallu formaliser un peu à part. Donc Bell, c'est parce que le nombre de partitions d'un ensemble de cardinal n, c'est des nombres de Bell. Donc, voilà. Et une des formules que j'avais données, qui était que la puissance divisée, c'était x puissance n sur factoriel n, qui est essentiellement celle-là, elle se démontre à partir de ce qui précède par récurrence, donc on n'a pas besoin de la mettre explicitement. Donc, il y a pas mal d'exemples de choses comme ça. Donc d'abord, si on prend cette formule factoriel n fois x puissance divisée n égale x puissance n, et qu'on a le droit de diviser par factoriel n, ou on a le droit de simplifier par factoriel n, on voit qu'il y a au plus une structure de puissance divisée. Donc dans plein de contextes algébriques raisonnables, où la multiplication par les entiers naturels est inversible, des entiers non nuls, il y aura au plus une structure, et la question, ça sera de savoir est-ce qu'il y a un élément dans l'anneau ou dans l'idéal qui correspond à x puissance n sur factoriel n. Alors il y a un cas où ça sera toujours possible, c'est lorsqu'on peut diviser par les factoriels, c'est-à-dire si on a une queue algèbre. Dans ce cas-là, on pose x crochet n égale x puissance n sur factoriel n, et l'histoire est terminée. Alors, en géométrie algébrique, ce n'est pas ces exemples-là qui sont les plus utiles, même si on va les revoir à la fin de l'exposé. Et l'un qui est un des exemples importants en géométrie algébrique, dans la théorie de Berthelot, c'est le cas où l'anneau A, c'est l'anneau des entiers p-adiques. Et dans ce cas-là, on peut diviser par factoriel n, parce que si on prend ce nombre rationnel p puissance n sur factoriel n, on regarde sa évaluation p-adique, on regarde si la puissance de p qui est au numérateur et au dénominateur, et on constate qu'il y a une puissance de p strictement plus grande, enfin au moins égale à 1. Et donc cet élément-là est bien dans l'idéal engendré par p, et ça fournit une structure de puissance divisée. Donc cette structure-là est fondamentale dans le développement de la cohomologie cristalline. Une autre qui est aussi importante, parce que la cohomologie cristalline est en caractéristique P, donc c'est des cas où P égale 0, et ça entraîne que les entiers plus petits que P sont inversibles. Et dans ce cas-là, on peut faire le jeu suivant, on divise par la factorielle des entiers qui sont inversibles jusqu'à un certain rang, et après, on fait l'hypothèse que la puissance Pm de l'idéal est nulle, et on rend la puissance divisée nulle. C'est cet équilibre. Et ça en fait une autre. Et un théorème qui était démontré par Cartan, c'est que lorsque P est nul dans l'anneau, en fait, la première propriété, la première définition non triviale qui va arriver pour une puissance divisée lorsque P est nul, c'est la puissance divisée Pim, parce que celles d'avant sont aussi fixées par cette formule. Et en fait, Cartan a démontré que cette application de x qui a x associé sa puissance divisée Pim déterminait tout. En fait. Donc, on n'a même pas besoin, si on veut, de donner la liste de toutes les puissances divisées. La première, enfin, la Pim suffit. Et on a formalisé ce truc-là, mais on n'a pas formalisé les axiomes sur cette application-là qui permettraient, mais on pourrait le faire. Donc, dans le développement de la théorie des puissances divisées, il y a deux constructions très importantes qu'il faut savoir faire, qui ont été faites donc, par Roby en 1965 et par Berthelot en 1974. Donc, la première, c'est la notion d'algèbre à puissance divisée,
qui est l'analogue de l'algèbre symétrique d'un module. Donc, c'est-à-dire qu'on se donne un anneau A et un module M, et on veut fabriquer une algèbre sur A qui contient M en un certain sens, qui a une flèche de M vers l'algèbre, et qui a des puissances divisées. On veut que l'idéal engendré par M, en un certain sens, ait des puissances divisées. Plus exactement, l'idéal à puissance divisée. Voilà. Et on veut que cet objet-là soit universel. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se donne chaque fois qu'on va se donner disons un anneau et plutôt un anneau R et une puissance divisée, qu'on se donne une flèche M vers J, et là il y a des puissances divisées, eh bien on veut qu'il y ait une flèche de gamma M vers R, comme ça, qui est unique et qui fait commutator diagramme. Donc on veut cet objet-là. Une autre construction dont a besoin Berthelot dans son développement de la cohomologie cristalline, c'est la notion d'enveloppe à puissance divisée, c'est-à-dire qu'on a un anneau et un idéal. L'idéal, on ne lui donne pas de structure de puissance divisée, mais on voudrait remplacer tout ça par quelque chose A tilde, I tilde, où il y a des puissances divisées et qui soit universel, avec un diagramme du même sens. Et un point qui est, dont je n'avais pas pris conscience immédiatement, mais c'est que l'existence de tels objets est formelle. C'est-à-dire que si on écrit les choses correctement, les deux objets sont des adjoints à gauche d'un foncteur d'oubli naturel qui consiste à oublier les puissances divisées. Et donc il s'agit de prouver qu'un adjoint à gauche existe. Et les théorèmes de la littérature vous disent facilement que cet adjoint existe. En gros, on va faire une limite inductive sur toutes les structures. Et cette limite est petite pour des raisons algébriques simples. Donc ça passe. Malgré tout, comme toutes les applications du théorème des foncteurs adjoints, ça ne dit pas grand-chose parce que le théorème devient tautologique et il contient la construction contient tous les objets qui peuvent exister et donc ne dit rien des objets qui peuvent exister. Et donc c'est malgré tout important de comprendre quels sont ces objets. Donc c'est ce que fait Roby, et ça va être le sujet de la suite de l'exposé, c'est vraiment de définir explicitement une algèbre qu'il appelle l'algèbre à puissance divisée. Il fait ça en 1963, et en 1965, il prouve que l'algèbre à puissance divisée a des puissances divisées, au sens qui précède. Berthelot, lui, prend ce qu'a fait Roby, c'est-à-dire cette algèbre à puissance divisée, et fait quelques pages d'algèbre en plus, pour construire l'enveloppe à puissance divisée à partir de celle-là. Alors comment Roby définit-il l'algèbre à puissance divisée? Par générateur et relation, de manière extrêmement simple. On va avoir dans l'algèbre à puissance divisée, si jamais elle existe, il y a une flèche de M, donc là il y a, je sais pas, disons I de M. Et ici, il doit appartenir à l'idéal à puissance divisée dans l'axiome. Donc, on a besoin de savoir ce que c'est que I de M puissance divisée n. Et ce que fait Roby, c'est de prendre l'algèbre où il va y avoir des générateurs formels qu'il appelle M crochet n et qui vont représenter ce qui sera ça à la fin de l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il met comme axiome? Si on compare avec la définition que j'ai donnée au début de structure à puissance divisée, on peut revenir en arrière. Il y en a qui font sens qu'on peut poser. Donc, ceux-là, on ne les regarde pas encore. Ceux-ci, on peut les mettre. C'est la structure produit. Ça dit comment deux choses comme ça se multiplient. Ceux-là, on peut mettre, qu'est-ce que je raconte? On peut mettre une partie de celui-là et on ne peut pas tellement mettre celui-là parce que X crochet M, ça ne sera plus un élément du module, ça sera un élément de l'algèbre et donc ça, on n'a pas de générateur pour dire ce que pourrait être cette chose-là. Donc ce qu'on met, voilà, c'est donc la loi de produit avec le coefficient binomial, la formule du binôme sans coefficients binomiaux et puis une relation de multiplicativité. Donc c'est les trois choses qu'on met.
Voilà. Et si on veut jouer, je montre un peu du code, c'est la deuxième partie du titre du colloque, type dépendant. Et donc, on a l'anneau, le module, et c'est plutôt une relation, cette fois-ci, c'est plus facile pour nous de partir non pas de l'algèbre libre, mais de l'algèbre libre commutative, associative, donc on met directement des polynômes. Et donc on part des polynômes dont les variables sont les couples, un entier et un élément du module, et on met la relation avec l'idéal. Et ça, c'est normalement presque dans le même ordre, c'est les relations du transparent précédent. Et puis on prend le quotient de cette algèbre. Enfin, le quotient de l'algèbre des polynômes par l'idéal engendré par ces relations qu'on met là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette algèbre? D'abord, si on revient sur les relations, donc je reviens en arrière, on voit qu'elles sont graduées. C'est-à-dire qu'on va décider que x puissance crochet m à degré m, les éléments du module vont avoir degré 1, et puis ces puissances divisées nm ont degré n. Et donc, ici, on a quelque chose de degré m, là, on a quelque chose de degré m, là, on a le produit de deux choses de degré m, et là, on a quelque chose de degré m plus n, et là, on a un truc de degré n, et là, chaque terme a degré p plus q. Et p plus q égale n. Donc, c'est des relations homogènes, et donc ça va vous donner naturellement une algèbre graduée qui va se décomposer comme une somme d'une partie de degré 0, d'une partie de degré 1, d'une partie de degré 2, etc. Et qu'on peut décrire en prenant les relations de chaque degré, d'ailleurs. Donc, en degré 0, on voit qu'on n'a pas changé, on a récupéré l'anneau, comme ça se passe pour les polynômes, par exemple. Les polynômes de degré 0, c'est l'anneau. Et en degré 1, les relations donnent exactement le module. C'est-à-dire que si on regarde l'application, on regarde tout ce qui est engendré par les m crochet 1 dans gamma de m, on a le module de manière isomorphe. Et l'idéal qui nous intéresse, c'est celui qu'on appelle donc l'idéal gamma plus a de m, qui est celui qui est engendré par tous les symboles x crochet n pour n plus grand que 1 et x dans le module. Et c'est lui dont on veut savoir s'il a des puissances divisées. Alors, c'est un idéal d'augmentation, c'est-à-dire qu'il y a aussi une flèche il y a une flèche comme ça, qui est l'inverse, c'est un inverse droite ou à gauche du morphisme d'algèbre naturel, et gamma a plus de m, c'est son noyau. Et peut-être que je peux dire une chose, comment on définit, je ne l'ai pas écrit sur les transparents, mais comment on définit ce genre de choses, ou même la flèche de gamma A de M vers M, par exemple, quand je dis que gamma A1 de M c'est M, il faut fabriquer une flèche aussi dans l'autre sens. Et le point, c'est que les formules qui sont là vous disent que pour fabriquer un morphisme d'algèbre de celle que j'ai définie vers n'importe quelle algèbre, il suffit que je dise sur quoi vont les générateurs, et vérifier que c'est cohérent avec les équations que j'ai données. Et donc, par exemple, pour avoir une flèche de gamma A de M, je vais aller vers A plus M, pour me donner à la fois le A et le M. Et ça, je le vois comme algèbre en disant que M carré égale 0. C'est une algèbre qui est en deux morceaux, et si je fais le produit d'un élément de A par un élément de M, ça fait ce que vous imaginez. Si le produit de deux éléments de A, ça reste dans A. Et par contre, le produit de deux éléments de M, c'est 0. Et ça, c'est une algèbre qui est très simple, parce que c'est vraiment une algèbre qui était donnée dans l'un des premiers transparents. C'est-à-dire que M apparaît comme un idéal de cet anneau, et c'est un idéal de carré nul. Et donc, il y a des structures à puissance divisée, qui sont celles qui font l'identité essentiellement en degré 1 et 0 ailleurs. Et les axiomes qui sont là, ils sont plus faibles que les axiomes des puissances divisées, il n'y en a qu'une partie. Et donc, il y a automatiquement une flèche comme ça qui me donne la moitié de l'isomorphisme de gamma A0 vers A et de gamma 1 vers M. Mais voilà, donc la question c'est cet idéal, gamma A plus 2M, il ressemble à celui qu'il faut, mais pourquoi est-ce qu'il a des puissances divisées?
Parce qu'après tout, les seuls éléments pour lesquels j'ai naturellement un crochet n qui existe, c'est ceux du module, c'est-à-dire la partie gamma 1. Sur la partie gamma 2, gamma 3, j'ai rien dit. Et c'est un piège quand on discute avec des collègues, parce que comme ça s'appelle l'algèbre à puissance divisée, la plupart des collègues se disent mais il y en a quoi, elle s'appelle comme ça. Mais le problème c'est que quand on regarde dans les yeux, il n'y en a pas. Alors, c'est une algèbre gamma de m, elle est engendrée par, elle a des générateurs, là c'est m puissance n, donc les éléments, ils s'écrivent tous comme une somme de xi puissance crochet mi fois autre chose, et le mi est plus grand que 1, parce que j'ai demandé que c'était l'algèbre engendrée par les trucs plus grands que 1. Donc, imaginons qu'il y a une structure de puissance divisée sur cette algèbre. Dans ce cas-là, je dois calculer la puissance divisée nième de cet élément xi. Et cet élément xi, c'est une somme, et je vous ai donné dans les axiomes la formule du binôme sans coefficients binomiaux, et il y a une formule du multinôme sans coefficients multinomiaux qui se démontre par récurrence à partir de l'autre. Ce qui fait que si xi s'écrit comme ça, ces puissances divisées doivent s'écrire comme la formule du binôme, et là il y a une faute de frappe, le yi il doit être ici. Il ne doit pas être en dessous, mais il doit être là. Donc qui consiste à dire que je prends des produits de choses comme ça, des produits de puissance divisée de choses comme ça. Le premier facteur, je le mets à la puissance n1, le deuxième à la puissance n2, le dernier à la puissance np, il faut que la somme des ni vale petit n. Et si on développe, ça fait cette chose-là, qui n'est pas très ragoûtante, mais qui est une formule. Et cette formule vous dit qu'il y a au plus une structure de puissance divisée sur l'idéal d'augmentation. S'il y en a une, elle vérifie ça, et donc on a une formule. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a une? La question reste, pourquoi est-ce qu'il y en a une? Parce que la première chose, c'est pourquoi est-ce que si je prends une autre formule pour décomposer xi, ça me donne le même résultat? Et d'autre part, il y a un certain nombre d'axiomes à vérifier dans la théorie des puissances divisées, et il faudra vérifier que ces formules donnent mieux, rendent ces axiomes valides, et c'est pas du tout évident. Enfin. Et rien que vérifier que c'est bien défini apparaît comme pas clair à faire. Et c'est pour ça, je pense que c'est dans le papier de 1963, ce point-là n'est pas discuté. Donc, Roby a une preuve de ça en 1965, dans un article qui, pour la littérature d'aujourd'hui, a 3 défauts. Le premier, c'est qu'il est en français. Le deuxième, c'est qu'il est dans une revue non numérisée. Et le troisième, c'est qu'il est un peu faux. On peut régler, donc l'un des buts du travail, c'est de régler le troisième point. Donc, c'est une preuve, c'est un papier qui est extrêmement compliqué, parce que Roby fait plusieurs choses à la fois et les choses s'intriquent. Il discute en même temps la construction de puissance divisée sur l'algèbre à puissance divisée et l'existence de produits tensoriels, enfin l'existence de puissance divisée sur les produits tensoriels, c'est-à-dire qu'il met la chose suivante. Il suppose qu'il a 2 anneaux avec des puissances divisées, BAI et BJ, tout ça c'est des anneaux sur un anneau R, et à ce moment-là, il peut regarder l'anneau A tenseur RB, donc qui est essentiellement formellement, c'est des produits formels d'éléments de A et de B, et à l'intérieur de cet anneau, il y a un idéal naturel qui est l'idéal engendré par I et J. C'est-à-dire qu'on prend tous les trucs de la forme un élément de I engendré par un tenseur B et l'inverse. Et donc on peut se demander, donc là on prend des puissances divisées, et est-ce qu'il y a des puissances divisées sur cet anneau? N'importe quel collègue, moi y compris, mal informé, à qui on pose le problème, dira que oui, bien sûr. Et la réponse est non, il n'y en a pas, en général. Donc ça rend le papier de Roby difficile parce qu'il veut prouver quelque chose qui n'existe pas en général. Il y a des hypothèses chez Roby, évidemment, qui les rendent marcher. Et il fait les deux choses à la fois, avec une construction, avec une espèce de triple récurrence, en avançant petit à petit, en montrant plein de propriétés en parallèle. Et ça rend la chose dure à lire. Donc, on s'en est rendu compte à peu près il y a 1 an, après avoir formalisé péniblement le LEM 7, et on arrive au LEM 8, et là,
la preuve du limite, quand on la regarde en détail, la première ligne ne fait aucun sens. C'est comme ça. Donc il renvoie à son article précédent qui prétend donner un isomorphisme. Et le lemme précédent donne un isomorphisme dans un contexte assez proche de ce qui est là, mais qui n'a pas du tout la forme qu'il écrit. Et ce qu'il écrit, il n'y a aucune raison qu'il y ait un isomorphisme. Donc la preuve du lemme 8 s'arrête. Heureusement, il y a plus de choses en maths que la stricte valeur de vérité des théorèmes qu'on prouve. Heureusement. Et donc, dans son papier, il y a malgré tout beaucoup de choses, et il a un LM12 qui est presque tout à la fin, qui fait la phase finale de la construction chez lui, et en fait, la phase finale, on peut la faire au début, et la généraliser un tout petit peu de manière triviale, c'est ce que j'expliquerai à la fin. Donc, de fait, le papier se répare. Et il y a un autre papier de Roby, auquel je n'avais pas prêté attention, de 68, qui donne une autre preuve, parce que, je peux dire deux mots, parce que le temps passe plus vite que prévu. C'est une algèbre fabriquée à partir d'un module, et en maths, il y a une autre algèbre fabriquée à partir d'un module, ce qui est l'algèbre symétrique. Et de fait, Roby prouve un isomorphisme entre l'algèbre symétrique et l'algèbre à puissance divisée. Et si vous avez fait de la géométrie différentielle, il y a plein de factoriels qui arrivent quand on écrit les formes différentielles en termes symétriques, ou antisymétriques plutôt, c'est ce genre de factoriel-là qui arrive. Et dans le papier de 68, il construit une structure de puissance divisée sur l'algèbre symétrique. Donc, compte tenu de l'isomorphisme qu'il a avant, il s'en sort. Donc, il écrit ça en deux lignes. Et la raison pour laquelle tout ça va marcher est profonde, en fait, et intéressante. C'est qu'on a besoin, pour faire marcher cette histoire, d'une compréhension duale de l'algèbre à puissance divisée. La définition que je vous ai donnée par générateur et relation, ou même la définition initiale de ce que souhaite l'algèbre à puissance divisée, ça vous dit quels sont les morphismes depuis l'algèbre à puissance divisée. D'accord ? Parce que c'est universel, donc c'est un adjoint à gauche. Et de fait, pour faire cette preuve-là, on va avoir besoin d'avoir une idée de quels sont les morphismes à valeur dans une puissance divisée. Donc on a non seulement besoin de l'objet qui représente, mais de savoir ce que co-représente l'objet qui représente. Et l'analogie qu'on peut vouloir faire, c'est si vous vous demandez l'algèbre la plus simple de l'algèbre, qui est l'algèbre des polynômes, ce que dit l'algèbre facilement, c'est quels sont les morphismes vers une algèbre de polynômes. Et si on veut savoir quels sont les morphismes à valeur dans une algèbre de polynômes, c'est plus compliqué, mais souvent c'est aidé, parce que les polynômes, on les connaît, ils ont une base donnée par les monômes, et on les connaît parfaitement. Et la propriété de représentabilité ne dit pas du tout que degré par degré, l'espace des polynômes est libre avec une base explicite si on fixe les monômes. Et c'est exactement ça dont il va être question. Donc le point clé, c'est ce théorème de Roby dans le premier papier, celui de 63, qui est qu'on a cette application qui a x s'associe sa puissance divisée nème, n est fixé, et qui va de m dans la partie graduée de degré n de la puissance divisée. Et Roby démontre que cette application-là est essentiellement un polynôme homogène de degré n et universel. Alors il faut expliquer ce que veut dire polynôme homogène de degré n, parce que c'est une histoire de module. Donc c'est non seulement un polynôme, mais c'est ce qu'il appelle une loi polynomiale. C'est-à-dire qu'on connaît cette application non seulement de m vers gamma n de m, mais aussi des changements de base ou des produits tensoriels R tenseur m vers R tenseur gamma n de m pour tout anneau R. Donc c'est vraiment un foncteur sur les algèbres, ce truc, mais à valeur dans des applications. Parce que on ne demande pas, ça là va être degré n, donc l'extension à tout anneau, ça ne va pas juste être, on met le coefficient devant et on sort. Donc il faut donc ça c'est le théorème démontré par Roby. Ce théorème, on a vu le cas n égale 0 si on veut, parce que la partie de degré 0 c'est l'anneau et les fonctions polynomiales homogènes de degré 0 c'est les constantes, donc il ne se passe rien. Voilà, et en degré 1, gamma 1 de m, c'est le module m. Et donc les applications polynomiales de degré 1, c'est exactement les applications linéaires.
C'est-à-dire quand vous avez une application linéaire de M vers N, vous pouvez très facilement la promouvoir en une application comme ça. Mais en degré 2, ça commence à être compliqué. Et en degré 2, ce qui se passe, ça serait les applications, les lois polynomiales homogènes de degré 2. Ça a un autre nom en mathématiques, ça s'appelle les applications quadratiques. Et les applications quadratiques, si vous regardez la définition, il y a des facteurs 2 qui traînent un peu partout, entre la forme quadratique associée et la forme polaire. Et ce facteur 2, c'est celui dont la théorie des puissances divisées permet de se débarrasser, au moins formellement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le facteur 2. Voilà. Donc Roby appelle ça loi polynomiale, et on ne devine pas au début de la définition pourquoi c'est une loi polynomiale. Mais ce qui se passe, c'est que si vous prenez une suite finie d'éléments du module, M1, OK, et que vous regardez dans R tenseur M la combinaison linéaire somme des RI tenseur MI, donc une combinaison linéaire, voilà, et bien ceci va se calculer comme un polynôme en R. Et à ce moment-là, le polynôme, il est à coefficient dans le module. Ce n'est pas un polynôme à coefficient dans un anneau, à coefficient dans un module, mais ça ne change pas grand-chose. Et les lois homogènes de degré n, c'est celles pour lesquelles tous ces polynômes-là vont être homogènes de degré n. Donc, il y a une théorie comme ça qui fonctionne, mais qui est redoutablement longue à mettre en place. Alors, on peut mettre en place le début, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc là, je remets un peu de Kotlin parce que on va voir une des difficultés à résoudre. Donc, on se donne, donc on a un anneau. Là, j'ai pris un semi-anneau commutatif, et puis deux modules M et N. Et il s'agit de dire qu'on a une loi polynomiale. Donc, il faut que pour tout anneau S, qui est une R-algèbre, on se donne cette application-là, de S tenseur M vers S tenseur N, et puis la relation de commutativité qui dit la fonctorialité. Et le code est là parce que si par hasard la machine arrive à prouver toute seule la relation de compatibilité, on la laisse faire. Par contre, il y a une petite subtilité dans cette page qui est le U qui est ici, alors qu'ici j'ai mis étoile. Donc en ligne, c'est la façon de coder l'univers auquel appartient le type. Donc je demande que l'anneau R appartienne au type U. Et pour faire une formule bien typée au sens propre, il faut que je fixe l'univers de S. Et je ne peux pas demander pour S dans n'importe quel univers fixé W, et je dois demander que ce soit dans le même que l'univers. Donc ici, c'est U. Donc la conclusion, c'est que quand j'ai une loi polynomiale en ce sens, je n'ai pas tout à fait ce que les mathématiciens espèrent, qui est pour toute R-algèbre S quelque chose, parce que l'algèbre S du mathématicien, elle sera peut-être dans un univers U'. Et donc, il y a un peu de travail à faire qui consiste à observer qu'un tenseur, ça vit dans un morceau de type fini, et donc on peut faire redescendre localement dans la preuve l'anneau, etc. Et donc, on construit à ce moment-là des fonctions qui sont polyuniverselles, si j'ose dire, qui vont faire le travail, mais qu'il faut faire au début. Voilà, donc on fait ça. Donc, une fois que Roby est muni de ce théorème, il peut démontrer deux choses fondamentales, qui est d'une part de prouver que les puissances divisées en degré par degré sont des modules libres, si le module lui-même est libre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment analogue au fait que l'anneau des polynômes en n indéterminé T1, Tn, il est libre de base les T1 puissance N1, T2 puissance N2, Tn puissance Nn, avec la somme des coefficients qui vaut n, la base des monômes. Et pour les puissances divisées, c'est pareil, sauf que la base, c'est les monômes divisés. Donc il faut prouver ce théorème-là. Et le deuxième théorème qu'il peut prouver, c'est de comprendre, lorsqu'on a un module M et un sous-module, qu'on regarde M vers M sur N, l'application de passage au quotient naturel, qui va être surjective pour des raisons formelles, mais il faut comprendre son noyau, et son noyau est exactement comme on peut imaginer, c'est le truc engendré par toutes les puissances divisées des éléments du sous-module. Et ça, c'est un résultat qui est pas évident a priori, et qu'on n'a pas encore formalisé. Voilà. Parce que j'ai préféré formaliser ce qui va venir
dans les 5 dernières minutes de l'exposé. Parce que cette partie-là, c'est l'article de 63 dont on comprend assez bien la logique et les arguments sont clairs. Enfin, on sait ce qu'il faut faire. La formulation ne va pas être très drôle parce que l'algèbre dans MATLib n'est pas toujours développée comme il faut, mais ça va se faire, alors que l'autre partie vient d'une récurrence qui était compliquée et d'un lemme faux, et qu'avant cet exposé, je voulais qu'on ait réparé la construction, histoire de ne pas arriver devant vous à vous dire qu'on a un problème. Donc voilà, ça sera fait dans les prochains mois. Donc, comment on construit l'algèbre à puissance divisée? Ça consiste à contempler ce diagramme et à le regarder droit dans les yeux. Alors, il est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre anneau, notre module et notre algèbre à puissance divisée, elle est là. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est remplacer le module M par un module libre. C'est-à-dire, pour ça, on fait la chose suivante, on prend une famille génératrice quelconque et on prend le module libre de base de cette famille génératrice. Alors je l'appelle L, et puis comme j'ai une base formelle, je vais le module libre, je vais le mettre sur un anneau R qui est là, qui va aussi remplacer l'anneau R. L'anneau A plutôt, que je vais remplacer. Donc j'ai un anneau A et un module, et je vais essayer de les remplacer par un anneau R et un module L, qui vont être plus simples en un certain sens. Donc, ce que je veux pour R, je veux que ça soit une algèbre sur laquelle j'ai des idées pour comment fabriquer une structure de puissance divisée. Et au tout début de l'exposé, je vous ai dit, sur une Q-algèbre, c'est un truc où je peux diviser par les rationnels non nuls, je sais faire. Donc je vais vouloir une algèbre comme ça, donc typiquement, je vais prendre une algèbre de polynômes dont les générateurs vont être les éléments de l'anneau qui m'intéressent. Une énorme algèbre, ça a peu d'importance. Et puis, j'ai les générateurs du module que je promeus en un module libre sur cet anneau. Donc, pour commencer, ce que je peux faire là, c'est que j'envoie mon anneau, j'ai ce morphisme surjectif là, et ici, pareil, j'ai le morphisme surjectif d'un R module libre vers un A module libre, qui lui-même s'envoie vers M, et qui me donne ce diagramme d'algèbre à puissance divisée. Maintenant, le fait que R soit une algèbre de polynômes à coefficient entier, ça dit que ça a un corps des fonctions qui est une algèbre de fractions rationnelles sur Q. Et donc typiquement une Q-algèbre, comme j'ai dit. Et donc F, c'est ce corps des fractions-là. Et le module libre, l'anneau s'identifie à un sous-anneau de son corps des fractions, le module libre s'identifie à un sous-module libre du même module libre. Et l'algèbre à puissance divisée, a priori, elle s'envoie vers l'algèbre à puissance divisée de l'autre. Mais elle s'envoie de façon injective. Et ça, pourquoi ? Parce que le module L est libre, le module F tenseur L est libre, et lui aussi. Donc les deux, là, sont libres avec essentiellement la même base. Et de l'application, elle envoie un élément de la base vers un élément de la base. Donc je vois l'injectivité droit dans les yeux. Alors maintenant, comment on fait pour contempler ce diagramme? En fait, on écrit quelques lignes de code quand même. La première, c'est de dire que ici, j'ai une structure de puissance divisée presque gratuite parce que je suis sur une Q-algèbre et que je peux diviser par les factoriels des éléments, des entiers qui sont non nuls. Donc ça se fait bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que quand je prends un élément ici, je peux le considérer comme un élément là et regarder ses puissances divisées. Et ça va devoir donner la même chose. Et la formule que j'ai écrite tout à l'heure, qui est un peu désagréable, mais elle a quand même comme vertu de vous montrer que s'il n'y avait pas de dénominateur ici, c'est-à-dire que si c'est un élément si les coefficients c'est vraiment des éléments de R et pas de F, si c'est des polynômes et pas des fractions rationnelles, dans le calcul de la puissance divisée, il n'y a pas de dénominateur non plus qui apparaissent. Et donc, ça signifie que les puissances divisées qui existent là respectent l'idéal que gamma plus de L qui est là. Et donc, quasi automatiquement, parce que toutes les équations fonctionnelles vont se préserver, quasi automatiquement, ça me donne une structure de puissance divisée sur l'idéal qui est là. Et puis, pour le passage au quotient qui est là, c'est presque pareil. C'est-à-dire que j'ai des formules ici, et elles me donnent quelque chose là qui correspond exactement à la formule que j'ai écrite. Et les équations fonctionnelles, elles sont toutes vraies, parce qu'elles sont toutes la réduction des mêmes équations fonctionnelles qui ont exactement la même forme ici. Et donc à ce stade-là, je suis ici. Et là, maintenant, pour faire ça, il faut juste comprendre
pourquoi les puissances divisées qui sont ici descendent ici. Et là, ça vient de l'autre théorème qui est ici, qui est qu'on comprend le noyau, lorsqu'on a un morphisme surjectif de modules, on comprend le noyau du morphisme induit sur les puissances divisées. Et essentiellement, il est juste engendré par les puissances divisées des éléments du noyau de ça vers ça. Et là, il y a un autre résultat que je n'ai pas donné, mais qui est une construction assez tautologique, qui vous dit, lorsque vous avez un anneau A avec une puissance divisée, et puis vous avez un idéal J de A, et vous voulez regarder A sur J et I sur J. J est contenu dans I. Et vous voulez savoir si vous récupérez des puissances divisées ici. Et essentiellement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lorsque je calcule la puissance divisée, pour calculer la puissance divisée d'un élément là, je vais vouloir le relever ici, et je veux que le calcul ne dépende pas du choix du relevé. Donc la formule, ce qu'il faut, c'est que cet idéal-là soit divisé. C'est-à-dire que si x est dans J, alors ces puissances divisées sont encore dans J, pour n. Et compte tenu de tout ce qui est fait, c'est en fait très facile de vérifier cette propriété. Et donc ça donne la propriété voulue. Donc là, c'est la même chose que ce que je vous ai dit oralement. Voilà. Donc je pense que j'ai écrit, c'est pas la peine de le relire. Donc c'est la méthode qui est là, elle n'est pas totalement inconnue du monde des maths. Hein. Si vous pensez à la façon dont on construit les vecteurs de Witt, si vous avez déjà vu ça, qui est aussi une structure où il y a des divisions qui arrivent mais qui n'en sont pas vraiment, ça se construit un peu de façon comme ça, universelle et en descendant. Ce qui est compliqué ici, c'est qu'on n'a pas seulement juste les vecteurs de Witt d'un anneau, ça dépend d'une structure mathématique, l'anneau. Là, on a l'anneau, le module, donc il y a ce double relèvement qu'il faut faire qui complique un peu les choses. Voilà, donc les perspectives, c'est pour montrer qu'il reste du travail. Donc il y a beaucoup de choses à adjoindre à la librairie MATLib, parce que, par exemple, même l'extension à un univers quelconque, on l'avait faite, mais il y avait des choses un peu bancales dans la librairie sur les limites inductives, etc., qui respectaient pas les semi-anneaux, par exemple, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc il y a un peu de re-rédaction de certains bouts, et aussi pour utiliser de manière plus systématique la partie de théorie des catégories qui est dans MATLib. À ceci près que la théorie des catégories fixe des univers de manière rigide, et que là on ne veut pas. Donc il faut un peu travailler. Comme je l'ai dit, on a formalisé la construction des puissances divisées modulo trois théorèmes de Roby qu'il va falloir démontrer un jour ou l'autre. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que l'article de Roby s'appelle loi polynomiale et loi formelle en théorie des modules, loi formelle, et c'est un article qui fait 135 pages, et la partie qui nous intéresse est seulement 70. Et voilà, bref. Et donc voilà, donc on a commencé, il y a une partie sur je vous ai dit aussi au début de l'exposé que la construction de l'enveloppe à puissance divisée se déduisait de la structure de l'algèbre à puissance divisée, ça c'est essentiellement fait. Et l'un des buts, et c'était le but de la motivation initiale en 2022 quand on a démarré, c'était de pouvoir définir l'anneau de Fontaine des périodes cristallines et de pouvoir commencer un début de formalisation en géométrie arithmétique à Sainte-Ligne, de savoir qu'est-ce que sont les représentations cristallines. Et le projet de Kevin Podzard de formaliser la fin de la preuve du théorème de Fermat pourrait bien utiliser ça, mais on espère. Voilà, merci.